Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et d'être avec Samuel. Je risque de l'appeler plusieurs fois Brice parce que dans ma tête c'était Brice Schwartz et pas Samuel Schmitt, mais je suis ravi d'être avec Samuel. On va parler de référencement naturel, de contenu, on va parler d'intention de recherche, on va parler aussi de l'outil qu'il a sorti lui-même, et ça je trouve que c'est assez admirable, en plus de ses horaires de bureau et qui marche plutôt très bien, dont on va parler aussi, qui s'appelle Through. Trou, exactement, oui, exactement. Et voilà, je te laisse te présenter, Samuel. Et puis, Merci. Merci beaucoup. Gabriel, tu peux m'appeler Brice si tu veux, mais mon vrai nom, c'est Samuel, Samuel Schmitt. Retenez-le, retenez-le. Et voilà, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Rapidement, ouais, j'ai plusieurs casquettes, hein, mais ma casquette d'aujourd'hui, ce sera, on va dire, un expert dans le référencement naturel, dans le SEO, et aussi le fondateur et créateur d'un outil qui s'appelle Sroo. C'est très compliqué pour les Français à le dire ou même à le lire. Vous allez voir très bientôt ce que c'est. Et c'est un outil qui permettra d'analyser la page de résultats de moteurs de recherche. Et c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui, comprendre l'intention de recherche, comprendre quel contenu il faut créer en analysant justement Google, la page des moteurs de recherche. Donc, si c'est OK pour toi, Gabriel, est-ce que je peux lancer mes slides ou on fait comment ? ouais, tu vas lancer tes slides. Je vais juste peut-être juste passer une petite vidéo de contexte pour présenter non pas l'acquisition strategy design, mais la cartographie de l'acquisition qu'on a faite dans le cadre du bouquin et comment les dimensions SEO s'intègrent dans cette cartographie. Ça fera le lien avec tout ce que tu vas raconter dans tes slides. Je lance cette vidéo-là. Pendant la vidéo, faut couper le son parce que sinon ça fait des drôles d'effets. Hop. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise, qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les trois principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. Troisième composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente, par 1 minute 30 publishing. Et voilà. Tout ça pour mettre le contexte, poser le contexte et maintenant je te laisse effectivement lancer ta présentation. Puis de question de Pascal, où se trouve l'inbound marketing dans ce schéma d'acquisition? Alors dans le livre, on a fait une page là-dessus sur l'inbound, sur le gros, qui en fait sont pas des spécialités à part entière, mais des sommes de spécialités. Donc l'inbound marketing, ça va réunir le contenu, le référencement naturel,
le community management, le marketing automation, et c'est la somme de ces spécialités qui vont constituer l'inbound marketing. Et on a dans le bouquin, je sais plus à quelle page, la même chose sur le gros hacking. Donc le bouquin, il s'intéresse vraiment aux spécialités plutôt métiers, plutôt qu'aux stratégies qui créent des liens entre les spécialités. Voilà pour cette petite réponse. Je te laisse mettre les slides et puis je n'hésiterai pas à t'interrompre. Ouais, merci aussi d'avoir pour ton livre. Tu me l'as envoyé avant Noël. C'était un beau cadeau de Noël et je le recommande vraiment. C'est stratégie, enfin très clair, facile à comprendre et voilà, c'est pour tes personnes qui veulent se lancer dans, enfin développer leur marketing, c'est un excellent point d'entrée. Donc, je vais lancer ma presse. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas beaucoup de texte. C'est vraiment juste pour illustrer des concepts que j'ai fait une presse parce que voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez visuel et j'aime bien montrer les choses. Au passage, si vous voulez, voilà, j'écris du contenu sur le SEO, j'écris des contenus aussi sur l'inbound marketing. À la base, je viens plus de l'inbound marketing et je me suis spécialisé dans le SEO. Donc voilà, j'ai toutes ces tendances-là qui se sont un peu mélangées dans mon blog. Donc, allez voir mon blog sur la page sameschmidt.com. Et aussi, bien sûr, on en parlera peut-être plus tard, mon outil qui s'appelle Sroo. Donc, ça s'écrit comme ça, hein, et ça se prononce Sroo. Donc, c'est un outil qui permet d'analyser le moteur de recherche. Il se trouve à app.sameschmidt.com. Donc, voilà, on va commencer. Donc, on va parler de SERP. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ce que signifie le mot SERP, mais ça veut dire Search Engine Result Page. Donc, c'est la page de recherche de Google. En français, on dit la SERP. Moi, je dis le SERP. C'est pas très grave au final, c'est qu'on comprenne ce que ça veut dire, parce que je vais dire souvent ce mot-là, SERP, dans les prochaines minutes. Donc, le SERP, c'est ça, c'est la page de recherche de Google. Et moi, personnellement, ça me fascine. Quand je vois ça, je suis fasciné. Parce qu'en fait, ça me donne plein d'informations super intéressantes. Là, voilà une SERP, donc un résultat de Google pour le mot-clé chaussures. Qu'est-ce que moi je vois ou qu'est-ce qu'on pourrait voir à travers ça, à travers le SERP. Donc, une indication claire, déjà, c'est que voilà le premier bloc qui affiche les magasins autour de chez moi. Voilà, donc ça peut indiquer que, en fait, quand je tape chaussures, je suis à la recherche de magasins pour acheter des chaussures autour de chez moi. Donc là, moi, j'habite dans la région de Colmar, d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai des magasins autour de Colmar. Et une autre indication, c'est en bas, les résultats organiques, donc les pages. Donc, on peut voir d'une, c'est des e-commerce. Donc, peut-être que je suis aussi intéressé par faire de l'achat en ligne. Mais un truc encore plus intéressant, c'est qu'il y a chaussures femmes, chaussures femmes, chaussures femmes, chaussures femmes. Si vous tapez chaussures sur Google, les 9 premiers résultats, c'est chaussures femmes. Le dernier, ça sera chaussures femmes, hommes et enfants. Donc, encore un signe clair, c'est que Google estime que la personne qui tape chaussures, donc pourquoi la personne a effectué cette recherche. Donc, ce qu'on peut comprendre en voyant ce SERP, c'est que c'est une femme, elle cherche à faire un achat, de préférence dans un magasin ou en ligne. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut comprendre en voyant ce SERP-là, cette page de résultats de recherche de Google. On va continuer, on va prendre un autre exemple. Si je tape SEO maintenant dans Google, voilà, intéressant aussi encore, il y a des petits blocs, donc les blocs là qu'on voit là, ces blocs-là, ça c'est en anglais on appelle ça les feature snippets, en français je dirais les fonctionnalités, non pas les SERP features, donc je dirais en français les fonctionnalités du SERP, donc les fonctionnalités de Google, donc c'est des fonctionnalités un peu riches que Google met pour enrichir l'expérience de recherche. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, que la personne qui cherche SEO, dès le second résultat, il y a d'autres questions posées. Donc, la personne est vraiment en recherche d'informations. Elle est peut-être au début de son parcours. Elle est en train d'analyser, de comprendre qu'est-ce que c'est le SEO. On voit aussi le bloc Knowledge Graph là sur la droite, qui est un extrait de Wikipédia. Donc voilà, Wikipédia, synonyme de « on cherche de l'info ». On voit les premiers résultats aussi, c'est pratiquement que des définitions. Et là, le quatrième résultat donne encore un signe très important, voilà, qu'il faut comprendre. Bien débuter. Bien débuter. Ça, c'est le mot très important, bien débuter. Voilà, c'est que, en fait, donc, qu'est-ce qu'on comprend
pourquoi la personne a effectué cette recherche. C'est un débutant. C'est ce que moi, je déduis de ce SERP. C'est un débutant qui cherche à apprendre, voilà, en phase d'apprentissage sur le sujet du SEO. On continue, on va voir un autre exemple. Meilleur CRM. Meilleur CRM. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur... Qu'est-ce que ça peut nous dire quand on voit cette page de Google? Donc déjà, on voit un truc assez flagrant. On a déjà d'une, il n'y a que des résultats texte. Hein. C'est principalement que des résultats des pages organiques et c'est du texte. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image. Donc, il y a les 9 meilleurs, les 15 meilleurs, les 11 meilleurs, les 15 meilleurs. Donc déjà, ça me donne une idée un peu de la forme du contenu. Voilà, c'est des comparaisons, c'est des listes. Ensuite, un autre point très important aussi à voir dans ce SERP, c'est les 2 premiers résultats. Il y a le mot « les entreprises », les TPE, PME. Donc, qu'est-ce que je peux aussi en déduire, entre guillemets, de ce SERP encore? Pourquoi la personne a-t-elle effectué cette recherche? J'en déduis que c'est une entreprise ou une PME, TPE, donc une personne qui travaille avec une entreprise, hein, qui cherche à comparer des solutions de CRM, certainement dans le but de préparer un achat futur. Voilà, donc c'est... voilà. On a vu ce SERP-là. Un dernier SERP, voilà. Si je tape 1 minute 30, qu'est-ce que je vois? Ben, bien sûr, le site 1 minute 30, premier, les tweets de l'agence. Voilà, donc, voilà, la personne qui tape ça, clairement, elle veut juste naviguer vers le site 1 minute 30 pour peut-être chercher des informations sur cette agence. Et ces intentions de recherche, cette analyse-là de l'intention, c'est quoi? C'est ton intuition? C'est comment c'est mon intuition. C'est mon intuition. Enfin, c'est mon intuition. Il y a des signaux qu'on a vus là. Je vais vous montrer. Il y a différents signaux qui permettent de voir à travers les différents SERP, on peut comprendre dans quelle étape est le client. Donc, c'est vraiment ça, c'est des intuitions, c'est des signaux. Mais on va dire, si tu devais faire, là, ça m'a l'air assez qualitatif, instinctif comme analyse. Est-ce que tu as des critères qui sont plus potentiellement plus rationnels pour analyser ces intentions de recherche? Bah non, il y a des critères clairement rationnels. Je veux dire, on a vu les SERP features. Ça, par exemple, là, j'ai pris des exemples simples. Hein. Il y a que du rationnel en fait. Il faut juste arriver à le lire. Quand on prenait la slide. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas une méthode. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Je lis la même chose que toi. Sauf que cette lecture, elle est intuitive, elle est fine. C'est une somme de détails. C'est pas une méthode qui peut être expliquée et transmise facilement. Justement, c'est aussi le but de mon outil, c'est d'arriver à cette méthodologie que moi je viens de vous faire en live, essayer de la donner de manière automatique. Et comment le voir, c'est à fonction des... En fait, il y a une analyse complexe. Enfin, complexe, pas forcément, mais déjà comprendre qu'est-ce qui est affiché. Puis c'est le type. Mais justement, donne-moi juste 2 slides pour non, enfin, non. Il y a le type, donc il y a... Non, mais moi, je veux bien te donner 2 slides, hein, mais je t'avais promis que je t'embêterais un peu pendant la présentation. Il y a vraiment le... En fait, il y a différents aspects. Il y a le type de contenu, voilà. Si c'est du texte, si c'est de l'image, si c'est de la vidéo, voilà, ça me donne une indication sur qu'est-ce que veulent rechercher les gens. Il y a la sémantique, voilà, la sémantique. Comme je viens d'analyser les différents titres, la sémantique est claire. Quand on parle de liste, quand on parle de comparaison, quand on parle de PME, d'entreprise, voilà, il faut comprendre la sémantique des articles qui me donne l'angle d'approche des différents articles. Il y a aussi, très important, c'est les fonctionnalités du SERP qui sont affichées. Là, je vous ai mis des exemples assez simples, mais en fait, en fonction des blocs qui sont affichés, on peut analyser l'intention de recherche. Si on voit par exemple le bloc chaussures, je vais taper chaussures. Qu'est-ce qu'on voit sur le SERP? Une recherche locale qui affiche des magasins. C'est une intention d'achat clair. Et ensuite, il n'y a que des e-commerce. Donc en fait, c'est ça. Il y a que c'est pas du sentiment là, c'est du rationnel. Bien sûr, il faut analyser chaque site, il faut comprendre quel est le type du site,
Est-ce que c'est un e-commerce? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est autre chose? De la news? Et tout ça permet tous ces différents facteurs permettent de vraiment comprendre quelle est l'intention de recherche. Et je pense que c'est là aussi mon outil va aider, et c'est là, dans ce sens-là que je vais le développer, c'est de analyser ces SERPs-là et vous donner une cartographie de la SERP pour vous dire, voilà, l'intention de recherche pour ce mot-clé-là, c'est achat. Et d'ailleurs, je vais en venir là. Les différents types d'intention de recherche, c'est recherche d'information, navigationnelle. Donc, c'est là quand on tape une marque, par exemple, on veut naviguer vers le site. Commercial. Donc, commercial, c'est quand on est en recherche on est en phase de réflexion, on est en train de comparer des choses, de rechercher. Et la dernière phase, qui est la phase transactionnelle, c'est quand la personne achète, quand elle est prête à faire l'étape d'après. Donc, ouais, il y a vraiment cette analyse du SERP qui permet de comprendre pourquoi Google a affiché ces données-là. C'est parce que derrière, il y a une intention. Et ensuite, il faut comprendre comment créer en fait du contenu efficace en fonction de cette intention-là. Et c'est là le challenge en fait. C'est d'une comprendre. Je vais demander à la salle en chat, mais tu pourras continuer à parler si de la même façon, vous qui écoutez ce webinaire, quand vous regardez une page, une réponse, une SERP, une page de recherche Google, est-ce que vous arrivez à lire entre les lignes quelles étaient les intentions de recherche initiales? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez ou un peu comme moi, vous vous dites, tiens, il n'y a pas de formule magique. En tout cas, c'est beaucoup plus du ressenti. C'est une intéressante question et j'aimerais bien voir si les gens voient à travers le SERP. Effectivement, comme je te dis, on peut faire une formule rationnelle en fonction des éléments présents. Mais voilà, c'est une analyse qui va plus loin. C'est, comme je dis, comprendre la structure des contenus, la sémantique, le type et le positionnement dans le SERP qui donne vraiment une indication claire sur ce que Google veut donner comme réponse. Et à partir de là, maintenant, à partir de cette analyse-là. Mais c'est vrai que ton truc sur les chaussures est quand même étonnant. Là, je viens de faire la recherche aussi. T'as des chaussures femmes 2 fois plus que chaussures hommes, quoi. Non, mais c'est clairement impressionnant. Et c'est ça, moi, ça me fascine. Ça me fascine de voir. Et Google, il faut le comprendre. Ceux qui ne sont pas bons dans le SEO, Google, comment ça fonctionne? En fait, il fait du A/B testing en permanence. En fonction des résultats, différentes SERP peuvent être affichées. Sinon, Gabriel et moi, on tape. Maintenant, bon, il y a de fortes chances pour le mot chaussure qu'on ait la même SERP. Mais il prend des segments de la population, enfin de son audience, Google, et teste différentes SERP pour voir quel résultat est le plus cliqué. Et ensuite, en fonction des clics, il montre les résultats. Donc, c'est vraiment du A/B testing permanent. Et donc, c'est empirique quelque part sa méthode. Et il arrive sur l'expérimentation à définir que c'est les femmes qui veulent des chaussures parce que voilà, c'est le résultat où il y a marqué chaussures femmes qui a été plus de fois cliqué par rapport à chaussures hommes. Et pareil pour CRM. Pourquoi c'est les entreprises en premier et pas les jardiniers? Parce que c'est clairement des entreprises qui cherchent d'abord des CRM avant d'avoir des jardiniers. Voilà, c'est vraiment, enfin moi, c'est un truc qui me fascine. Et c'est comme ça que je tombe dans le SEO, vraiment dans l'intention de recherche via le SERP. Et je suis aussi tombé dans le SEO parce que j'aimais écrire du contenu. Et donc, comment créer du contenu efficace? On va repartir sur un exemple encore. Disons que je suis une agence de design, voilà, et je vais essayer de cibler, voilà, des gens qui cherchent des tutos sur le design de logo, voilà. Donc, donc on va essayer de comprendre, on va se mettre toujours à la place de la personne. C'est très important. Il faut se mettre à la place, voilà, vous savez très bien. Mettez-vous à la place de vos clients, mettez-vous à la place de la personne qui recherche. C'est la clé. Il faut comprendre quelle est sa démarche. Donc, la personne tape tuto design logo. Première étape, comprendre la vue d'ensemble du SERP. Voilà, comprendre la vue d'ensemble. J'ai pas mis la vue d'ensemble ici, mais dans cette vue-là, il y aura que des résultats, que des pages, donc que du texte. Retenez ça, que du texte, pratiquement que du texte, sauf le bloc numéro 3 qui est des images. Qu'est-ce que je peux en assumer à partir de ça? Le texte, c'est peut-être une réponse importante pour ce type de recherche, mais aussi les images seront un facteur important à inclure dans mon contenu. On va continuer. Étape numéro 2. La forme du contenu, le nombre de mots et d'images. Là, c'est des facteurs quantitatifs. Bon, pas la forme, mais les nombres de mots. Mais voilà, c'est des facteurs importants aussi. Donc là, on va un peu aller plus dans le détail de chaque page, les scruter. Et donc là, justement, j'ai mon outil qui permet de faire ça aussi rapidement.
de vous donner une vue d'ensemble du SERP et de ces éléments-là. Donc là, on va juste voir cette partie-là. On voit qu'en moyenne, il y a 2100 mots dans toutes les pages, dans les 10 premiers résultats. Il y a en moyenne 2100 mots. Le plus grand article ou le plus long a 3500 mots et le plus court, 700. Et en moyenne, 25 images. Encore, on est conforté dans notre première idée du texte, il en faudra, et des images. Et beaucoup même. Et parce même que beaucoup 2100 mots en moyenne, c'est beaucoup. Hein. Pour moi, c'est un petit blog. Moi, en général, j'écris des gros pâtés, mais on parlera peut-être un autre jour des contenus longs par rapport aux contenus courts. Moi, j'écris que des contenus longs et c'est ça qui marche le mieux dans mon secteur, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que ça marche partout, mais dans mon secteur, c'est ce qui performe le mieux. Ensuite, on va focuser maintenant sur les premières pages. Parce que pourquoi les premières pages de Google sont sur les premières pages? Pourquoi les premières pages sont aux premières positions? Bonne question. Hein. C'est parce que c'est certainement elles qui sont les plus proches de l'intention de recherche. Donc, elles vont vous donner des signes très, très importants sur comment construire votre contenu. Et donc, on va voir maintenant les premières pages. Donc, les premières pages, en fait, donc là, c'est encore une vue de mon outil. Hein, ça permet encore de débroussailler le SERP parce que voilà, ça permet de voir un peu plus dans les détails du SERP. Donc, on voit la première page et là, je ne sais pas si c'est beau chez vous, mais bon, bref, l'outil est plus beau que ça, mais il y a 3500 mots pour la première page. Donc, la première page, c'est la plus longue. Ça, c'est un truc qui est clair. Elle a 19 images, pardon. Donc, pas mal d'images. La seconde, elle a 1800 mots. OK, elle est un peu en dessous de la moyenne, mais bon. Ensuite, on voit les 4 premières. Si on fait la moyenne des mots des 4 premières, déjà, le rang, il est entre 1500 et 3500. Donc, on va dire la moyenne, elle doit être dans les 2000, 2005. Donc, il y a quand même beaucoup de mots. Et aussi, encore un signe clair qui a quand même pas mal d'images et le bloc image en 3e position. Ça, c'est déjà un signe encore comment structurer votre contenu. Un autre point, et ça, c'est par rapport aussi comprendre les forces en présence sur le SERP. Les schémas, ce n'est pas obligatoire d'avoir des schémas. Donc, ça, c'est des trucs un peu plus techniques qui sont présents dans vos pages. Mais c'est bien de les mettre. Ça ne coûte pas très cher de mettre en place ça. Et ça donne à Google une indication sur quel est votre type de page. Et là, on peut voir que la page 1, c'est un article. La page 3, c'est un blog post. La page 4 et 5, résultats 4 et 5, c'est des blog posts. Article, blog post, c'est un peu la même chose. Mais on va voir là, c'est vraiment du contenu. C'est pas de la news, c'est pas de la product landing page. Voilà, c'est vraiment ce type de contenu qui marche aux premières places. On continue. Ah ouais, un autre point aussi. Les liens externes. Les liens externes, très importants. Là, il y a 49 liens externes. 31, beaucoup de liens externes. J'ai déjà eu des remarques genre, mais pourquoi il faudrait mettre des liens vers d'autres sites? C'était débile parce que en fait, les gens ils vont venir sur notre site et repartir. Déjà, ils vont pas rester à vie sur votre site. Ça, c'est un truc qui est clair. Les gens vont pas passer sa journée sur votre page. À un moment donné, au bout de 3 minutes, il va de toute façon repartir. Donc, autant le réorienter vers un endroit qui va lui donner plus de connaissances. Parce que le but, c'est de gagner la confiance avec votre audience. Et c'est de le nourrir de connaissances. Donc, donnez-lui des informations connexes. Parce que là, on voit clairement qu'il y a beaucoup de liens externes. Donc, il faut des informations connexes à ce sujet-là. Donc, si vous n'avez aucun lien externe, certainement que la richesse de l'expérience en termes de connaissances ne sera pas assez approfondie. Donc, donner des liens connexes, là, ça sera quelque chose d'important. Des articles connexes pour aller plus en profondeur. Et aussi, un autre point, on parle des moteurs de recherche ici. Google, c'est quoi? Le web, c'est quoi? Enfin, Google, c'est pas ça. Mais le web, c'est quoi? C'est un réseau. C'est un réseau de pages. Et vous construisez le réseau avec votre page, créez un logo de A à Z, en mettant des liens vers d'autres pages. Vous donnez une indication claire à Google. Ma page se situe dans cette constellation de pages sur ce sujet précis. Donc encore, ça donne une indication à Google quel est le sujet de votre page. Donc très important. Et dernier point, je reviens à l'utilisateur toujours. Hein. Pour moi, c'est d'abord utilisateur, même dans le SEO, et ensuite moteur de recherche. Hein. Pas l'inverse. Je trouve que le SEO ne marche pas comme ça. C'est d'abord, on pense à l'utilisateur et ensuite au moteur de recherche. J'ai déjà eu des remarques sur mes blogs, mais c'est souvent des liens externes aussi, hein, normal. Et des gens m'ont envoyé un email. Merci pour ton article et merci aussi pour le lien externe que tu as mis parce que voilà, ça nous permet d'avoir appris quelque chose de nouveau. Et là, on est clairement en phase d'apprentissage.
il faut nourrir votre audience avec du contenu. On va continuer. Donc, on a vu déjà on a vu les premières places. On a pris quelques notes sur leur structure. Étape 4, on ne va pas la faire en détail ici, mais l'étape 4, c'est vraiment l'étape la plus importante, l'analyse sémantique des contenus. Comprendre quels sont les sujets traités sur les premières pages. Voilà, l'outil aussi que je développe permet ça, de comprendre les sujets traités, les sous-sujets traités. Vous pouvez déjà le remarquer de manière très facile, on va dire, en suivant la structure des titres. Structure des titres très importante. Mettez des H2 en termes techniques, hein, H3, mettez-en. Quand je vois des blogs qui n'ont pas de structure de titre, mais franchement, c'est pas possible. Il faut mettre des structures de titres. Déjà d'une, en tant qu'utilisateur, quand j'arrive sur cette page-là, je peux scanner directement la structure et comprendre de quoi ça parle. Si le sujet m'intéresse, je reste, je lis. Si ça ne m'intéresse pas, je pars. Une bonne structure va vous permettre de garder vos utilisateurs sur votre site. Et encore, une bonne structure va permettre à Google de comprendre quels sont les sujets traités sur votre page. Donc, on va parler de l'analyse sémantique détaillée pour cette SERP, mais je peux vous dire, c'est que les premiers résultats pour cette SERP-là ont une structure assez fouillée. Voilà, ils vont aller dans le détail et on pourra même voir une approche en étape par étape dans leur explication, genre tutoriel. Ça, voilà, il faut aller dans le détail du contenu pour le comprendre. Et donc, ce que je peux en tirer de tout ça maintenant, mon analyse finale de ce mot-clé. Comment comprendre la SERP? Donc, quand quelqu'un tape tuto design, donc là, son intention est claire, c'est qu'elle veut apprendre beaucoup sur la conception d'un logo et elle s'attend à un contenu détaillé avec beaucoup de visuels. Voilà. Et la meilleure réponse, je ne dis pas que c'est pas forcément elle qui va gagner, mais vos chances d'optimiser vos contenus pour avoir la meilleure réponse, c'est écrire un long article. Donc là, il va falloir taper dans le 3000 mots, je pense. Moi, si je vais me placer sur tuto design, je ferais du 4000 mots direct. C'est ma stratégie. J'essaierai de faire le plus. Avec une structure super détaillée, étape par étape, un beau tuto avec plein de mentions vers d'autres articles et des belles images. Des images que vous avez fait vous, bien sûr, pas des images prises d'une base de données d'images. Faites vos propres images. Passez du temps. Pour ce SERP-là, ça serait ma stratégie. Et tu utiliserais le Rich Snippet tuto là? Pardon? Tu utiliserais les Rich Snippets faits pour les tutos? Tu veux dire les Rich Snippets? Ouais. Les how-to? Ouais. Les how-to, je ne sais pas, parce que là, c'est du B2B. Alors, les how-to, déjà, ils s'affichent plus sur mobile. Je ne suis pas sûr que la personne qui cherche ça est sur mobile. C'est une recherche au bureau d'une personne qui cherche ou un entrepreneur qui cherche à faire un logo. Donc, il est dans son bureau. Moi, je n'utilise pas trop les how-to. J'en utilise même pas. Moi, c'est plutôt les FAQ que j'utilise. Les FAQs, donc c'est aussi ça qui permet de répondre à des questions dans le SERP. Donc, je ne suis pas… How-to, c'est plutôt, honnêtement, c'est pour des articles de cuisine. Hein. C'est ou des do-it-yourself, faire du make-up ou faire du… les how-to, je pense, c'est plus B2C. Et les FAQ dans le SERP, c'est plus B2B pour moi. Enfin, c'est mon point de vue. Okay. Mais, donc, moi, vu que je suis plus dans le B2B d'ailleurs hein, que dans le B2C, enfin, je suis dans le B2B. Hein. Moi, c'est FAQ à gogo. Voilà, je devrais mettre ça sur mon site web peut-être en tant que slogan. Donc, voilà, donc, on a compris le SERP, maintenant on a compris le SERP, très bien, on a compris comment la structurer. Mais, voilà, donc mon point, c'est assurez-vous que votre contenu s'aligne toujours avec l'intention de recherche, important. Et là, il y a trois choses à voir. Le type, le format et l'angle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le type, ça peut être un blog. On a vu que c'était des blogs, faites un blog. Si c'est un e-commerce, une page de produit, faites un produit, voilà. Allez pas contre le SERP. Hein. N'essayez pas d'aller contre le SERP, contre Google, parce que c'est, voilà, au final, vous auriez tort. Le format, quel est le format qui est privilégié? Est-ce que c'est des listes? Est-ce que c'est des interviews? Est-ce que c'est des statistiques? Est-ce que c'est des revues? Est-ce que c'est une vidéo? Je ne sais pas. Le format. Adaptez-vous au format qui est demandé. L'angle, il parle à qui? Aux entreprises, à des débutants, à des femmes, à des hommes, à du B2B, à du B2C. Voilà l'angle d'attaque. Donc, c'est les trois éléments importants que vous devez aligner ou comprendre pour être aligné avec l'intention de recherche, justement. Mais voilà, c'est bien beau ce que je raconte. Hein. Mais on sait très bien que, comme j'ai dit, une personne ne va pas juste chercher un mot et finir. Voilà, c'est pas fini. C'est
et même c'est très complexe, le parcours client, on est d'accord. Je veux dire, qui dans la salle peut me dire qu'il comprend le parcours client? Honnêtement, je ne le croirais pas. Parce que le parcours client, c'est ça. Ça, c'est une analyse de Google. Ça, c'est un parcours client B2C, pardon. Une analyse de Google de juin 2020. Ils ont analysé 1000 personnes en laboratoire. Hein. Donc, ils ont mis des gens dans un laboratoire et ils ont demandé de chercher des choses précises. Voilà. Et ils les ont observés pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Ils ont bien sûr collecté les données du Google Search. En fait, ça se passe comment? Et essayez de faire votre propre analyse de vos recherches et vous allez voir que c'est exactement ça. Allez de votre dernier achat sur Amazon, remontez l'historique, comment vous avez cherché, comment vous êtes arrivé à cet achat-là, remontez à l'historique en arrière et c'est passionnant. Il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur qui peut être émotionnel, on ne sait pas, il y a un déclencheur. Vous entrez dans une phase d'exploration, vous cherchez, vous informez, vous évaluez. Et cette évaluation vous ramène dans une phase d'exploration et ça peut être une boucle infinie. Elle n'est pas infinie la boucle, bien sûr, mais c'est une balance entre l'exploration et l'évaluation. Exploration, évaluation, donc entre la recherche d'information et la recherche plus commerciale, comparaison. Et ensuite, à un moment donné, il y a un déclencheur et vous achetez. Ces déclencheurs-là sont l'expérience que vous avez aussi avec une marque qui peut vous déclencher l'achat. Si on parle de B2B, à force de voir des bons articles de 1 minute 30, des livres et tout ça, voilà, vous avez une expérience avec cette marque. Ça vous donne envie de passer à la suite et de collaborer avec cette marque dans le B2B ou d'acheter un produit dans le B2C. Et ensemble, l'exposure, tout ce qui est autour, c'est encore plus important, c'est vous, comment vous êtes présent dans le SERP. Il y a des recherches, Combien de fois votre marque est présente? Est-ce qu'elle est vue? Est-ce qu'elle est visible? Elle peut être vue par vos propres articles, mais être aussi mentionné dans d'autres articles. Donc, c'est vraiment l'exposition de votre marque dans cette navigation-là à travers les moteurs de recherche. Donc là, tous ces facteurs-là sont très importants pour définir le parcours client. Une autre analyse, on va aller un peu moins dans l'abstrait, parce que là, c'était un peu abstrait. Une autre analyse de Google encore, c'est pas la même recherche, mais c'est lié. Ils ont analysé des gens, et vraiment là, ils sont dans le détail. Ils ont pris des profils de personnes, ils leur ont demandé de chercher des choses, et ils ont analysé des trucs. Donc voilà. Justine, par exemple, lui, donc là, c'est en anglais, pardon, je n'ai pas traduit, mais il a un problème, il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Donc, il commence à chercher sur son mobile. Problème de mal de tête, avec mon headphone, avec mes écouteurs, ça, pression dans la tête, voilà. Il est en recherche d'informations. Il continue à la maison, il va sur son ordinateur ou sa télé, il regarde YouTube et il cherche des choses. Encore, il commence un mélange d'informations, de revues, voilà, qu'est-ce que c'est les meilleurs. Il commence déjà à approfondir sa connaissance. Il est déjà en phase limite de comparaison là. Il continue. Il y a d'autres recherches qui apparaissent. Il navigue entre son mobile et son ordinateur pour chercher les écouteurs les moins chers, les meilleurs, les sans fil en 2017. Voilà, bref. Finalement, il a trouvé une marque ou 2-3 marques qui lui ont plu. Donc là, il fait une comparaison finale de ces différentes marques pour au final faire l'achat. Justine, il a eu 375 touchpoints avec le search. Ça peut être Google, ça peut être Google Search. 375 touchpoints qu'il a eu avant d'arriver à cet achat. Donc, vous voyez un peu toutes les étapes qu'il est passé. C'est pas forcément linéaire, hein. C'est pas un funnel. Voilà, c'est un gros bordel comme on a vu avant, où il est en exploration et analyse. Mais bien sûr, là, on va quand même le rationaliser parce que voilà, on va pas pouvoir faire quelque chose de trop abstrait. Vous avez certainement dans votre entreprise déjà une idée du parcours client. Voilà, il y a différentes étapes en fonction de votre industrie. Il y a différentes étapes. De manière assez classique, voilà, j'ai mis découverte, considération, décision. Voilà, ça parle à tout le monde. Si vous faites du inbound, vous comprenez ça. Et donc, Justine, en découverte, il avait mal à la tête. Je posais des questions là-dessus. Il avait plein de questions. Ensuite, en considération, il a essayé de chercher les meilleurs écouteurs du marché. Et pour sa prise de décision, il a comparé écouteurs de différentes marques. Et comme on peut le voir, c'est que chaque fois, il a eu affaire à des SERP. Il a eu affaire à des différentes SERP. Voilà. Et vous, si vous êtes présent pour, si vous êtes la marque M, Bose, ou je ne sais pas quoi, ou Sennheiser, voilà, comment faire pour être présent? Il va falloir comprendre
le parcours de votre client, c'est clair. Quelles sont les principales étapes, quelles sont les principales questions qui peuvent se poser. Voilà. Comprendre les questions de votre audience, quels sont leurs différents parcours de recherche. Et ensuite, bien sûr, il y aura nouveau, voilà, un peu de pub. Et voilà, exactement, c'est lié. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Et après, pour chaque SERP, vous n'avez pas fait les 375 SERP, bien sûr, on est conscient. Mais prenez essayez de comprendre le parcours principal, quelles sont les SERP principales, quel est le type de format, le type format et angle de vos articles, comme on a vu préalablement, que vous devez produire pour être présent. Après, quand on voit toutes ces SERP, c'est pas possible d'être présent partout, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il faut? Et c'est le challenge, c'est votre challenge maintenant. Après ce webinaire, il faut commencer, c'est optimiser la visibilité de votre marque dans les SERP. Ça veut dire quoi? Être présent dans des articles, vos propres articles. Mais sinon, je prends l'exemple là pour les écouteurs. Un des premiers articles dans la phase d'achat, c'est les numériques. Ça va être dur de les déloger de la première place, à part en mettant des ads. Là, peut-être d'autres tactiques. On ne va pas élaborer toutes les tactiques, mais être présent dans les revues, donc faire du guest posting, des choses dans le genre. Mais vraiment, comprenez ça, comprenez les SERP, comprenez quel est le schéma, la structure de la SERP. Un autre exemple, si vous voyez que lors de votre parcours, du parcours de votre client, à un moment donné, il y a dans la phase de comparaison, disons, dans la phase de décision, il y a pour les mots-clés recherchés, il n'y a que des vidéos YouTube. Ça peut arriver, il y a des SERP où il n'y a que des vidéos YouTube. Et que vous n'avez que du contenu texte. Il y a un problème. Créez des vidéos YouTube. Vous ne posez pas de questions. Faites du YouTube. C'est pour ça, à un moment donné, est-ce qu'il faut faire du YouTube ou pas? La question, c'est pas ça. La question, c'est, dans le parcours client, est-ce qu'il y a un moment donné exposé à beaucoup de vidéos? Si oui, ben oui, il faut le faire. Il faut le faire, c'est tout, point. Réfléchissez pas plus. Sinon, s'il y a beaucoup de texte, faites du texte. Voilà, c'est vraiment comprendre vos stratégies de contenu aussi liées à ce que Google… Juste par rapport à ça, tu n'as pas intérêt de temps en temps à créer la rupture? Il y a beaucoup de textes, essaye de positionner de la vidéo parce que tu seras premier en vidéo. Non, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon truc aussi, créer la rupture. Je dis pas, ouais. Surtout quand il y a beaucoup de texte, c'est possible de pouvoir se placer en tant que vidéo. Mais quand il y a beaucoup de vidéos, c'est dur d'avoir juste un bloc texte qui est en plein milieu. Non, ça, je suis d'accord. Très bonne remarque. Excellent. Et c'est toujours ça, créer un peu le texte, on va dire, c'est la base. Après, il faut créer des ruptures. Il faut aussi essayer de trouver jouer avec les snippets. Trouver le premier bloc, souvent, c'est la feature snippet. Donc, on recherche une information. S'il y a une question spécifique, essayez de vous positionner là. C'est pas évident, mais il faut essayer de répondre au plus précisément sur la question posée. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, mais vraiment, c'est le challenge, je pense, c'est vraiment comprendre ça. C'est que vous êtes vu, l'exposition de votre marque, elle est dans le SERP. Elle est digitale, elle est sur Google. Et donc, il faut que votre marque soit vue. Pas forcément cliquée, mais vue. Et ça va être un facteur important, voilà, au niveau de la décision pour l'achat final. Juste pour répondre à Com qui dit aller à contre-courant n'est pas plutôt une technique de niche, ça va dépendre des cas de figure. Moi, j'y pense en ce moment parce qu'on bosse pour un éditeur de logiciels spécialisé dans les salons virtuels et qui fait des salons vraiment en 3D, quoi. Et les salons virtuels, ce qu'ils font, c'est inspiré du gaming, c'est avec des moteurs de type Unity qui servent pour les jeux vidéo. Donc, on est vraiment immergé dans un univers, alors que tous les concurrents ont peut-être plus de fonctionnalités de prise de rendez-vous, mais n'ont pas du tout cet effet waouh d'immersion. Et clairement, pour eux, une de mes recos, c'est bien sûr de faire du texte et d'aller essayer de se positionner sur des mots-clés comme événements virtuels, salons virtuels en texte. Mais il y a cette volonté d'aussi mettre en avant l'image, donc d'aller aussi chercher du référencement vidéo qui n'est pas présent en général sur cet univers-là et faire remonter des vidéos qui claquent, qui les différencient vraiment par rapport à la concurrence qui est quand même beaucoup plus terne. Donc, oui, c'est de la niche, mais en fait, ça dépend aussi des forces du client en question. Est-ce que la vidéo est pertinente pour lui? Est-ce qu'on a des choses à faire sympathiques en vidéo qui auraient pu être traitées, mais qui ne sont pas encore traitées? Non, mais ouais. Après aussi, c'est pas une science exacte, mais l'approche, elle est pour moi expérimentale. C'est-à-dire que faites des tests. À un moment donné, il faut tester des choses. Là, je vais donner des clés pour comprendre le SERP, comprendre quel type de contenu pourrait performer de manière, on va dire,
qui a le plus de chances d'être aux premières places. Mais comme dit, on peut aussi expérimenter, aller à l'encontre du SERP. Voilà, mais c'est des choses, voilà, là maintenant, vous avez des informations pour prendre vos décisions. Et aussi, bien sûr, travailler avec des experts comme nous, ça aide aussi, bien sûr. Voilà, comme on dit, il y a les machines, l'IA, c'est bien beau, mais ça ne remplacera pas tout non plus. Donc, il faut quand même avoir un peu aussi l'aide d'experts. Pour finir, il y en a une partie après, on pourra enchaîner sur des questions, je pense, un peu plus. Les outils, je vais aller rapidement sur les outils. Quels outils pour construire du contenu de qualité? Il y en a plein. Il y en a plein. Ça dépend aussi de votre niche, ça dépend de ce que… Voilà, il y a différents outils, on sait très bien. Les principaux pour le SEO, voilà, je les nomme parce que, d'ailleurs, je ne suis pas payé par eux. Hein. Justement, c'est mes futurs concurrents. Ils ne le savent pas encore, mais c'est mes futurs concurrents. Donc, Ahrefs, Moz, SEMrush. Donc, bien sûr, les plus gros outils de SEO qui sont présents, c'est les leaders du marché qui vont faire de l'analyse de mots-clés, traquer vos pages sur le moteur de recherche, donner des analyses vraiment poussées. Moi, personnellement, je ne les utilise pas pour une simple raison, ça coûte trop cher. Voilà, c'est entre minimum, je crois, 100 € par mois. Ça peut monter à dans les 6 000, 7 000 € par an. Voilà, moi, je ne peux pas me le permettre. Donc, j'utilise des outils un peu moins chers, mais qui fonctionnent aussi très bien. Donc, moi, j'utilise Keyword Analyzer. Donc, c'est un petit outil qui permet d'analyser la volumétrie des mots-clés. Donc, c'est mon outil que j'utilise dans ma recherche de mots-clés. Et c'est bien pratique parce qu'aussi, il n'y a pas de souscription. Donc, si vous voulez acheter, juste analyser quelques mots-clés, vous payez des crédits et vous pouvez juste, voilà, à la demande, analyser plus ou moins de pages. Parfait. J'adore ce principe de crédit. Et d'ailleurs, je vais aussi parler de mon outil Sroo. Je ne suis pas là trop pour faire de la pub, hein, mais bon, j'ai lancé cet outil-là. Et justement, la petite histoire, en fait, comme vous voyez, moi, voilà, c'est mon approche a toujours été au début, c'est quand j'ai commencé à faire mon SEO, mes contenus, c'est aller sur le SERP, comprendre le SERP. Donc, moi, j'allais manuellement gratter toutes les pages, les scraper, comme on dit en anglais. J'allais faire manuellement tout ça et je me suis dit, mais il n'y a pas un outil qui pourrait me faire ça à ma place. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, donc je l'ai développé moi-même. Et toi, juste pour préciser aux gens, tu t'es présenté au début, mais tout ça, tu le fais vraiment par passion, quoi. Ouais. Pas dans une logique, on n'a pas fait ton métier comme moi. Enfin, je suis salarié dans une entreprise suisse d'ailleurs. J'ai essayé de te débaucher plein de fois, j'y suis pas arrivé. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore possible, mais moi, je suis salarié dans une entreprise suisse. Je suis en charge de développement commercial et marketing pour une entreprise qui est partenaire sur toutes les technologies Adobe Marketing Cloud ou Adobe Experience Cloud, AEM. Donc, toutes ces technologies-là pour entreprise. Et je suis aussi passionné de marketing, du digital marketing, de SEO. Et donc, j'ai mon blog et j'ai développé cet outil-là. Donc, la nuit, je ne dors pas en fait. Je ne dors pas. J'ai développé cet outil-là la nuit, ces derniers mois. Et là, il y a, voilà, ça fait déjà environ 1 an et demi qu'il existe, qu'il est en ligne. Mais là, il y a une nouvelle version qui est sortie hier soir d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sur mon site, c'est créer un compte de cette nouvelle version de Sroo qui, en fait, qui va vous aider en fait à… C'est simple comme Google. Il y a un moteur de recherche, vous rentrez votre mot-clé, vous sélectionnez quel pays, quel local, enfin, si vous allez sur Paris ou sur, voilà, plus précisément quelle ville, le moteur de recherche, voilà, google.com, google.fr, la langue, le nombre de pages, donc le nombre de résultats. Mobile ou desktop. Donc ensuite, ça vous permet de définir quel type de SERP vous voulez afficher. Vous cliquez sur le bouton Scrap et qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller sur toutes les pages de Google et extraire toutes les informations, donc les mots-clés, les nombres de mots, le nombre d'images, etc. pour vous donner vraiment une vue complète de toutes les informations que je vous ai montrées là. Ça va au-delà de Google. Vous pouvez voir quelles sont les dernières pages mises à jour, tout ça, etc. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est un outil que j'ai développé en fait à la base pour m'aider moi. Et je pense que là, actuellement, il a déjà été utilisé par le bouton Scrap the SERP a été cliqué plus de 200 000 fois. Donc, je pense qu'il a été utilisé par d'autres personnes. Et j'ai environ une centaine d'utilisateurs tous les jours. Donc, ça commence. Et donc, voilà, vous pouvez voir tout le SERP. Voilà. J'aime pas trop faire de la pub. Enfin, on n'est pas là. Il ne faut pas avoir peur, c'est pas faire de la pub, c'est présenter un outil utile. Si les gens ont aimé mon approche du SEO et la façon dont je vois le SERP, l'outil Sroo vous sera certainement utile. Et pareil, c'est un outil gratuit, donc vous pouvez faire quelques recherches tous les mois, une dizaine. Et ensuite, pareil,
il y a un mode de crédit. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez acheter des crédits supplémentaires pour quelques centimes. Vous pouvez aussi avoir un outil qui est abordable à tous, voilà, et qui reste ouvert. Et voilà, je suis une vraie personne. Si vous utilisez mon outil, vous revenez vers moi, dites-moi ce que vous voulez en plus. Et c'est comme ça qu'un outil fonctionne, c'est grâce à vos retours. Et finalement, le dernier outil que j'utilise, c'est Google Search Console. Voilà, si vous n'avez pas cet outil installé sur votre site, c'est qu'il y a un problème. Installez Google Search Console, ça vous donnera plein de données sur le moteur de recherche, comment les gens cherchent vos contenus, est très important pour les catégoriser et comprendre l'expérience de l'utilisateur. Voilà, merci, j'ai parlé beaucoup. Je finis. Allez sur mon site samuelfit.com. Si vous allez lire du vrai contenu SEO, du bon contenu SEO détaillé comme je viens de le faire, si vous aimez les articles qui ont 3000 mots, 4000 mots, vous êtes servi. Si vous aimez les petits articles, désolé, j'ai pas ça en stock. Mais voilà. Donc, je vous remercie. Je vais arrêter la présentation et je vais arrêter de parler. Je vais boire un coup et on peut peut-être passer à des questions. Ouais, merci beaucoup, Samuel et pas Brice. Ouais, ouais. Non, c'était super intéressant. Comment t'expliques justement que les gros éditeurs d'outils pour le SEO n'aient pas fait ce que tu as fait? Alors, plusieurs raisons. Les gros éditeurs d'outils sont en place depuis une dizaine d'années. Et là, ce que je vous parle, c'est une tendance qui est récente du SEO. Là, on va dire, les gens qui sont, on va dire, comme Gabriel, qui sont vraiment dans le sujet depuis des années, ont entendu parler de la Search Intent depuis des 3, 4, 5 ans. Mais on va dire, c'est un sujet encore assez nouveau, 1 ou 2 ans, et il y a peu d'outils qui ont vraiment pris cet angle-là. Donc, c'est pour ça que voilà, les gros outils historiques ne sont pas forcément allés dans cette niche que moi j'ai pris. Parce que moi, j'ai commencé le SEO, on va dire, vraiment il y a 2 ans, et inspiré par ça. Donc, c'est mon idée. Hein. Mais après, voilà, je ne connais pas les gros outils vu que je ne les utilise pas. Je suis le seul à développer un outil SEO sans connaître les autres outils SEO, d'ailleurs. Hein. C'est mon approche. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est d'avoir réussi à faire tout ça. Et tu utilises quel... Enfin, t'es pas codeur à la base, j'imagine? Si, en fait, je suis un développeur à la base. D'accord. Et si vous voulez savoir un peu plus sur moi, j'ai un master en informatique, donc je suis un geek. Je suis un codeur Java à la base, qui a évolué, qui savait parler et qui a évolué vers des parties un peu plus commerciales et marketing. Et donc voilà, j'ai évolué au fil du temps, mais j'ai tout codé moi-même, hein, l'outil pour l'instant. Et j'ai toute la communication, le marketing, voilà, tout est fait par moi. Et j'espère que moi, c'est ça que je trouve vraiment admirable, c'est que pour avoir essayé de lancer 2 éditeurs de logiciels, je sais ce que ça représente. Et toi, tu réussis à le faire en bossant de nuit avec un autre boulot à côté, en faisant d'un côté le marketing, de l'autre côté le soft. Le soft est quand même assez propre. On n'est pas sur un truc dégueulasse fait par un codeur qui n'a pas de sens du design ou de l'esthétique. C'est plutôt bien foutu. Moi, je trouve ça vraiment, et je te le dis dans les yeux. Je sais pas où est la caméra. Je te le dis dans les yeux. Moi, je trouve ça vraiment admirable, de réussir à faire tout ça en plus de ton boulot, en ayant les résultats que tu as eu, parce que en plus tu l'as pas dit, mais il y a eu 200 000 utilisations, dont quelques référenceurs célèbres. Ouais, moi, en fait, mes articles ont. Si vous êtes dans le SEO français, peut-être vous ne me connaissez pas, mais je suis plus connu, on va dire, entre guillemets, dans le SEO international parce que mes articles sont d'abord écrits en anglais et j'ai été repartagé par John Mueller, qui est la référence du SEO sur Google, qui est un peu le maître Yoda, qui est qui guide le SEO, qui guide la communauté. Donc voilà, repartagé par John Mueller, repartagé par des gens de Moz qui ont repartagé mes articles. Voilà, mais j'aime pas trop me la péter entre guillemets, mais voilà, j'ai eu, on va dire, un succès certain. Ouais, mais c'est ça qui est vraiment hyper sympa, que de réussir à avoir ce succès, cette audience, d'avoir fait ce boulot-là, tout en étant, on va dire, vraiment passionné, sans intention business de ta part, quoi. À la base, il n'y a aucune intention business. C'est, voilà, comme je te dis, j'ai commencé le SEO il y a 2 ans, vraiment. Et maintenant, je suis en train d'en parler et j'ai un outil en ligne qui est utilisé par des gens. C'est fou. Je veux dire, voilà.
peut-être qu'il faut faire un autre webinaire un jour, mais sur ce sujet-là, comment créer une marque, comment créer ta marque en 2 ans avec une audience. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, je suis invité au plus gros salon européen de SEO dans 1 mois à Munich. Bon, c'est en virtuel, mais pour parler de ma stratégie de blog, comment je suis passé de 0 à 20 000 utilisateurs par mois avec 5 articles. Et donc, ouais, c'est quoi ta question? En fait, je sais plus ce que c'est ta question. Non, c'était pas une question, c'était du cirage de pompe. Non, mais oui. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis passionné et il n'y avait aucune démarche commerciale dans ce que j'ai fait. Voilà, j'ai d'abord fait l'outil pour m'aider moi et j'ai vu qu'il aide d'autres personnes. Après, bien sûr, maintenant, l'outil était gratuit pendant 1 an. Là, j'ai commencé à mettre en place une sorte de monétisation parce que moi, ce que je voudrais, c'est continuer à développer et je peux plus le faire gratuitement parce que ça a des coûts et plus il y a de gens qui utilisent le soft, plus ça me coûte. Donc voilà, il faut que les gens contribuent un peu pour qu'on puisse développer tout ça ensemble. Et voilà, c'est un peu l'approche. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Samuel? Ils sont déjà tous sur mon site, je crois, en fait. Ils sont partis du webinaire. C'est ça, ils sont peut-être partis. Oui, il y a Renaud de Lombard qui propose de rappeler les 4 étapes. C'est vrai que tu les as présentées au fur et à mesure, mais tu les as pas présentées où tu les vois les 4 en même temps. Les 4 étapes, informationnelles. Enfin, c'est pas vraiment des étapes, hein. C'est plutôt des types de. Tu as parlé d'étapes dans tes slides, en fait. Ou les étapes. Voilà. Alors, c'était 3 étapes. Il y avait la phase de découverte, phase de considération et la phase de décision. C'est de ça qu'on parle. Je suis pas sûr que ce soit les étapes que tu as utilisées dans les slides. Attends, je vais les revoir. Tac. Ouais, c'est un peu long, là. Non, il est trop long, l'outil. Tu pourras peut-être partager les slides? Écoute, tu les envoies, les slides, après, et tu les partageras avec les… Je ne sais pas si on peut partager depuis l'outil, là, je ne sais pas trop. Mais… Non, depuis l'outil, on peut pas, mais on va les transmettre, comme ça, bon, Renaud pourra les avoir. Excuse-moi, si vous avez des questions, hein, je suis actif sur LinkedIn. Je suis tout le temps sur LinkedIn, en gros, tout en vert sur LinkedIn. Ajoutez-moi sur LinkedIn et on peut chatter là-bas, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et puis après, l'acquisition strategy design, elle aussi 4 étapes, et une des étapes clés, c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant de t'inviter, c'est de comprendre les parcours d'achat et les comprendre sur comment ils s'expriment sur le moteur de recherche, ça c'est très important, mais comment ils s'expriment aussi dans la vraie vie, en parlant avec sa famille, en parlant avec ses collaborateurs. Et c'est bien parce qu'on comprend les parcours d'achat qu'on est capable de les influencer. Et c'est ce que tu as complètement décrit sur ce travail, sur comment rédiger des articles, des contenus qui accompagnent le parcours d'achat sur les moteurs de recherche. Et ça passe par cette compréhension fine des intentions d'achat. Mais de façon générale, et c'est ce que j'ai voulu traduire dans Acquisition Strategy Design, c'est que pour construire une stratégie d'acquisition, il fallait d'abord bien comprendre l'ensemble du parcours d'achat, ce qui se passe en digital, ce qui se passe en physique, quelles sont les interactions qui prennent en compte, quelles sont toutes les étapes de décision et de maturation. Bien sûr, on sait que ça fait ça dans la vraie vie. Quand on travaille sur une stratégie marketing, on les met les unes après les autres par souci de simplicité, et que à partir de là, on est capable de se dire, ça c'est le parcours, comment je peux l'influencer. Si une personne, si mes clients sortent tous de la même station de métro, je vais leur distribuer des flyers à la sortie du métro. S'ils tapent tous dans Google certains mots-clés au fur et à mesure de leur parcours d'achat, comme tu l'as décrit, je vais essayer d'être présent sur l'ensemble de ces mots-clés en commençant le plus tôt possible pour être présent au fur et à mesure. Et comme tu l'as dit, imprimer ta marque, même si c'est pas cliqué, tu existes et tu commences à faire autorité et les gens te voient. Et au moment où ils vont décider la fin, s'ils t'ont vu au début, tu as quand même plus de chances qu'ils te choisissent toi plutôt que quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Donc on est vraiment dans la même philosophie. Dans Acquisition Strategy Design, on décrit une philosophie générique, quelle que soit la nature des supports. Dans ce que tu as décrit toi, on est vraiment sur le travail SEO qui doit être comme celui-là, et on l'a un peu décrit d'ailleurs comme ça dans le bouquin autour d'une intention d'achat de téléphone mobile, où on voit qu'au fur et à mesure de la recherche,
ben on va commencer à préciser les modèles, on va commencer à préciser les fonctionnalités, et on voit que la recherche devient de plus en plus spécifique, quoi. On a une question d'Arnold qui nous dit: que pensez-vous de l'utilisation du SEO en Afrique? Je ne sais pas si tu es en mesure de répondre à cela. Ben oui, bien sûr. Je veux dire, voilà, ils cherchent aussi en ligne. Après, je crois que les populations africaines, c'est plus de la recherche mobile et aussi plus jeune. Donc voilà, mais il faut comprendre ça si. Mais oui, voilà, ils cherchent en ligne. Donc oui, le SEO en Afrique, oui, bien sûr. Le SEO worldwide, hein, le SEO partout. Partout le SEO. Valérie dit: je travaille à une entreprise qui n'a pas de site internet et qui cartonne car visible sur le SERP grâce au contenu. C'est une très bonne stratégie aussi. Les réseaux sociaux, YouTube, SlideShare peuvent être des endroits pour héberger du contenu, être visible sans investir. Intéressant, Valérie. Sans site internet, ouais. Donc c'est quoi vos canaux? C'est-à-dire, c'est quoi? Vous faites du guest, vous postez sur d'autres sites ou je sais pas si elle peut répondre. Ça doit être du guest aussi. Ouais, j'y ai pas pensé. Du YouTube aussi, sûrement. Ouais, du YouTube, du guest. Du SlideShare, ça peut être pertinent. Du Pinterest, du tout ça. Ouais. Voilà. Non, mais c'est exactement. Quel est le canal présent? Si vous voyez aussi, Pinterest est premier. Faites un compte Pinterest. C'est dans le design. Voilà, c'est. J'ai déjà eu des invités sur LinkedIn. Désolé, j'ai tout bloqué là. Je vais être submergé de LinkedIn invitations par la suite. Pour l'outil SRU, est-ce qu'il couvre toutes les zones avec précision Afrique du Nord? Bah oui, parce que il analyse une page, donc quel que soit le résultat de la page, il va sortir l'analyse, quoi. Tout à fait, c'est international, c'est toutes les SERP de Google, hein, pour l'instant. Après, peut-être par la suite d'autres moteurs, mais là, c'est toutes les SERP de Google. Est-ce que publier un contenu avant tout le monde sur une thématique nous assure d'être bien positionné à long terme sur la requête principale? Très bonne question, ce que je l'ai fait. Il y a eu une nouvelle tendance. Google a sorti un nouveau thème et je me suis dit là, ça va cartonner. En un week-end, j'ai écrit un gros article. J'étais premier avant les plus gros. Donc, j'étais premier sur Google. Ça m'a permis d'être visible pendant 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, de ressortir plein de backlinks. Mais après, quand tous les gros sont venus, je suis redescendu dans le classement. Donc, c'est quand même une bonne stratégie pour le démarrage, pour être présent. Mais à long terme, vous allez être... Il y a aucune garantie, mais c'est un bon départ. C'est un bon départ. Après, c'est une course. Si personne ne se bat dans la course, ben vous resterez premier. Ouais. S'il y a des gros qui arrivent, qui font des meilleurs contenus plus complets, ben petit à petit, vous allez être délogé, quoi. Mais en général aussi, quand vous vous positionnez en premier, vous passez pour l'expert. Et souvent, d'autres personnes vous référencent. Donc voilà, c'est ça. En fonction de la taille. Il y a une prime au premier, clairement. C'est clair. Mais ça ne suffit pas dans la durée. Non. On va prendre peut-être une dernière question s'il y en a. Sinon, je vais commencer à annoncer la semaine prochaine, pas de webinaire, on prend un peu de vacances, même si on peut pas aller nécessairement très loin, etc. Et dans 2 semaines, on va vous présenter toute l'offre de formation qu'on a construite pour des gens qui voudraient pratiquer les ateliers Acquisition Strategy Design, mais aussi pratiquer l'ensemble des méthodes qu'on est en train de mettre en place. Donc, on a fait une formation pour des consultants, pour des experts en marketing, pour des responsables marketing qui voudraient animer des ateliers comme ceux qu'on propose à nos clients. Donc ça, on présente ça dans 2 semaines. Je crois que c'est le 5 mars. Voilà. Un petit mot de la fin. Com qui demande comment faire quand on est deuxième. Juste, je te laisse répondre à cette question et je te laisse après conclure. Soit vous mettez à jour votre contenu, rajoutez des informations, ou après aussi une stratégie, c'est avoir plus de liens qui tapent vers votre site, hein, qui permettent de gagner en autorité. Et à différentes stratégies SEO, il y a aussi des liens internes. On peut en parler peut-être en privé et on pourra aller plus dans le détail. Voilà, super. T'as un petit mot de la fin? Venez voir mon site si vous êtes intéressé par ces sujets-là et on fera un petit parcours ensemble, on va dire. Ouais, alors copier le premier, pas nécessairement. Si vous êtes deuxième, c'est que vous êtes déjà très bien et que il faut peut-être enrichir, voir s'il y a des sujets que le premier a traité et pas vous, traitez-les. Ouais. Et puis aller chercher aussi à travailler la sémantique. Il y a peut-être des mots-clés qui ont été oubliés.
Samuel a pas parlé d'outils qui sont plus dans la sémantique, qui aident à comprendre l'ensemble des mots à utiliser aussi sur un article pour qu'il soit complet. Donc voilà. Et après, il y a certains premiers que vous délogerez pas parce qu'ils sont plus puissants, qu'ils ont plus d'autorité, qu'ils sont plus légitimes que vous, et que cette autorité-là, ils l'ont acquise pendant de longues années, quoi. Tout à fait. Être deuxième, c'est déjà pas mal, hein. Bah, merci à tous, c'était très sympa. Merci Samuel. Merci, mes amitiés à Brice qu'on invitera une autre fois. Et puis à dans 2 semaines alors. Au revoir. Au revoir.